Bonjour, dans cette activité, on va essayer d'apprendre les data science en faisant une enquête sur la tragédie du Titanic pour essayer de comprendre qui a eu accès au bateau. Donc les data science, hein, c'est notre capacité à importer des données, à les nettoyer un petit peu, à faire un traitement dessus, à faire de la visualisation de données. On va utiliser Python qui est un langage de programmation. Et on va utiliser des notebooks, et en particulier des Jupyter Notebooks, qui permettent de mixer des cellules de texte avec des morceaux de code, d'importer des données. Et donc notre objectif, ça va être d'étudier un petit peu la démographie sur le bateau, de trouver le plus jeune, le plus vieux, d'essayer de visualiser la courbe des âges, ainsi que d'être capable de déterminer quelle est la probabilité de survie en fonction de la classe dans laquelle on était et puis du genre masculin, féminin, pour essayer donc de voir si ça correspond bien, ces données, à ce qu'on a vu dans le film Titanic. Alors moi, je vais cacher ma webcam ici. On va se concentrer sur les outils. Je mettrai tout plein de liens aussi en description de la vidéo. Avant de s'attaquer tout de suite au notebook et à l'enquête avec les données, on va d'abord essayer de voir quel outil utiliser. Alors, si vous ne pouvez pas utiliser Python en local, le plus simple, c'est d'utiliser du coup Python en ligne et des outils de notebook en ligne qui sont d'ailleurs gratuits. Le plus simple, c'est collab.research.google.com qui est gratuit. Et si vous avez un compte Google, YouTube, etc. ou Gmail, eh bien, il suffit de taper collab.research.google.com. Ensuite, vous pouvez créer un notebook. Vous faites nouveau notebook. D'ailleurs, je vais peut-être moi le faire tout de suite. Donc, je vais créer tout de suite un notebook. Et on trouve ce concept d'une page web dans lequel je vais pouvoir mettre des cellules de code et des cellules de texte que je vais mettre. Alors, je vais mettre tout de suite ici. Évitez de mettre des données qui sont sensibles comme ça dans des outils en ligne extérieurs. Je vais vous montrer qu'on peut aussi le faire en local. Alors il y a d'autres outils qui sont en ligne, notamment un outil open source qu'on peut installer si vous avez un serveur. Et donc ça c'est plutôt pour un établissement. Ou bien Kaggle. Alors Kaggle c'est quoi? C'est un outil qui permet d'apprendre les data science avec beaucoup de datasets qui sont à disposition. Et puis on peut créer des notebooks directement en ligne. Donc pas besoin du coup d'avoir Python installé sur sa machine. C'est un endroit où il y a tout plein de jeux de données et où les gens apprennent à faire des data science. Et il y a par exemple, si je prends un jeu de données ici, je vois qu'il y a tout plein de discussions autour de ce jeu de données. Et puis surtout, il y a 351 notebooks de gens qui ont essayé de faire une enquête sur la distribution de films et de séries faites par Netflix. Mais le mieux, c'est peut-être quand même d'installer cela en local si vous le pouvez, surtout si vous avez des données un petit peu sensibles. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous installez Python classique, et dans des vidéos précédentes, j'ai montré, j'ai fait une petite initiation à Python, et je ferai aussi peut-être des liens. Donc il faut aller sur python.org, installer Python. Ensuite, se rappeler qu'on peut installer des librairies avec la commande PIP. Donc il suffit de lancer un terminal ou une console DOS. Donc là je tape commande. Et puis si je prends ici, PIP. Alors ça c'est sous Windows. Sur Mac ce sera PIP 3. Mais sur Windows c'est PIP. Install, le nom des librairies. Jupyter c'est la contraction de Julia, Python et R. Ce sont ces fameux notebooks. Panda c'est la contraction de Panel Data Set. C'est une librairie qui est spécialisée pour traiter des panneaux de données. Et puis Matplotlib, c'est la librairie de visualisation puisqu'on retrouve le terme plot dedans. Chez moi, c'est déjà installé. Et sinon, il est recherché la librairie et il vous l'installe. Alors attention, pour que la commande PIP fonctionne, il faut que Python soit dans votre chemin. C'est-à-dire que lors de l'installation, il faut bien cocher « Ajouter Python au chemin ». Ensuite, si on veut lancer notre programme Jupyter Notebook en local, on va aller sur l'endroit où vous voulez créer votre dossier. Vous créez, je sais pas, atelier Titanic.
ou Jupyter, comme vous voulez, vous rentrez dedans, et là il va falloir lancer une ligne de commande, on va lancer un serveur Jupyter Notebook local. Alors comment est-ce qu'on va faire? En Windows ici, je peux aller dans la barre d'adresse ici de l'explorateur, je clique dessus et je tape CMD pour commande, je fais entrer, et ça m'ouvre directement un terminal à cet endroit. Et il y a deux possibilités, soit vous tapez Jupyter Notebook, ou bien, et si cela ne marche pas, vous pouvez faire autre chose, vous pouvez faire Python-M Notebook. Et vous faites entrer, et ça va lancer un serveur en local. Et ici, vous voyez, je peux créer des fichiers. Alors, je peux faire nouveau. Il voit que je peux faire un notebook de type Python. Donc, je clique dessus et je retrouve cette notion de pouvoir faire des cellules et d'organiser ces cellules. Donc là, vous voyez, j'ai un bouton plus, insérer des cellules, insérer des cellules, insérer des cellules. Les cellules, je peux dire que c'est du code ou bien du texte, et j'expliquerai ce que c'est que le markdown, qui est donc du coup le texte. Je peux réorganiser mes cellules, etc. Et voilà. Alors, il y a une différence quand même entre Google Colab là, et entre le Jupyter Notebook en local. La différence, c'est qu'en local, il y a un mode édition des cellules et un mode commande sur les cellules. Par exemple, si je vais ici, je viens de cliquer à l'intérieur, vous voyez que c'est vert, vous voyez qu'il y a quelque chose qui clignote. Ça veut dire que je peux faire 1 plus 1 et je peux faire Run ou bien Shift Entrée, qui est le raccourci clavier, et ça me donne un résultat. Et vous voyez ici que c'est nouveau bleu, mais si je clique dedans, c'est vert. Donc en gros, si je clique dehors, c'est bleu. En gros, il y a un mode à la fois commande et un mode à la fois édition. Donc si je fais DD, vous voyez qu'il y a la cellule qui a disparu. Pourquoi ça a disparu? Parce que j'étais en mode commande et que j'ai tapé un raccourci. Où sont les raccourcis? Eh bien, je vais dans le menu Help, je vais dans Keyboard Shortcuts, et là j'ai l'ensemble des raccourcis. Si je vais dans Jupyter, si je vais dans le Google Notebook, c'est beaucoup plus simple, enfin c'est un peu plus simple dans la mesure où il n'y a pas de mode commande et de mode édition, il y a en fait des boutons qui sont contextuels. Si je voulais effacer cette cellule, j'ai ici juste la possibilité de, je peux cliquer sur cette poubelle. Voilà. Eh bien, on va peut-être débuter. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Ah, peut-être avant de continuer, juste quelque chose avant que j'oublie. Si jamais vous avez dans ce mode Jupyter classique installé en local, si vous rencontrez des soucis lorsque vous tapez des lignes de commande et puis qu'il ne vous aide pas en vous proposant des choix, il est possible qu'il faille juste faire une petite commande pour imposer une certaine version sur une des librairies qui s'installe lorsque vous avez fait vos commandes précédentes. Mais bon, il y a des chances que peut-être que lorsque vous regarderez cette vidéo, peut-être que vous n'aurez pas ce problème. Ensuite, en local, je ne sais plus si j'ai parlé d'Anaconda, peut-être pas, je crois. Alors Anaconda, c'est une version de Python qui est plus lourde à installer que Python classique, mais qui contient déjà tout plein de librairies préexistantes de type scientifique, donc il n'y a pas besoin de les installer. Et l'intérêt du coup, c'est que vous êtes sûr que tout est compatible, et il faudra à ce moment-là chercher Anaconda Navigator, et ensuite il faudra cliquer sur l'icône Jupyter pour lancer Jupyter Notebook de cette façon-là. Voilà, deux façons ici en local, et puis en ligne, comme dit, Google Colab, JupyterHub, Kaggle, etc. Donc tout plein de façons aujourd'hui de faire des Jupyter Notebook. Et justement, pourquoi ils sont si populaires ces notebooks? Eh bien parce que depuis maintenant quelques années, ils sont très utilisés par la communauté scientifique. Mais ils sont aussi très utilisés par des gens qui enseignent maintenant ou apprennent à faire du Python, puisque c'est un petit peu intermédiaire entre un fichier .py qui est un fichier Python, et une page web dans laquelle il y a des morceaux de code Python et des morceaux de texte, dans laquelle on va pouvoir raconter des histoires, mais on peut aussi raconter une démarche scientifique. C'est pour ça que c'est très populaire chez les chercheurs, puisque ça permet d'avoir une sorte d'open source et de transparence sur la façon dont sont faites les choses, et on va pouvoir les vérifier, on va pouvoir les critiquer, on va pouvoir les améliorer, et cette transparence, c'est quelque chose de fondamental au niveau notamment de la recherche, mais on peut très bien l'utiliser
par des journalistes, par exemple, hein, des journalistes qui veulent faire des enquêtes sur comment évolue le Covid, par exemple, bah, ils vont utiliser ces outils-là. Et ils sont accessibles, c'est pas besoin d'être un chercheur pour les utiliser. J'ai mis un lien ici, je mettrai aussi le notebook en lien, pas le notebook, la carte mentale. Pour le Titanic, c'est ce qu'on va faire, mais nous on va faire beaucoup plus simple, hein, je vous rassure. Là par exemple c'est un Jupyter Notebook et je vois qu'il y a des cellules de texte, et je vois qu'il y a des cellules de code, et puis je vois qu'il y a aussi de la visualisation. Ok. Moi mon objectif c'est de vous donner un petit peu les bases, et d'essayer de simplifier au maximum pour que vous sentiez, que vous compreniez comment ça fonctionne. Bien, je crois qu'on va du coup tout de suite commencer. Eh bien, on va commencer du coup. Je vais peut-être d'abord faire les choses. Vous pouvez soit utiliser le Jupyter classique en local, soit le Google Colab ou un autre. C'est comme vous voulez. Donc je vais donner un titre et je vais dire Titanic. Et alors je vais le faire en anglais parce que c'est plus rapide pour moi à taper, parce que j'ai pas besoin de chercher des accents. Et je vais dire qu'on va faire une enquête sur le Titanic. Voilà. Et je vais commencer moi sur une cellule de texte. Donc, ce que je vais faire, je fais une cellule de texte, tiens, et puis c'est ça que je vais l'enlever, ou ça je vais peut-être le mettre en dessous, tiens, voilà. Et là j'ai ma cellule de texte. Voilà. Donc, des cellules de texte, quand je regarde ici, une cellule, on peut faire soit du code, soit du Markdown. Et le Markdown, c'est quoi? D'ailleurs, il y a ici un raccourci vers Markdown, et Markdown, c'est une sorte de syntaxe qui permet de faire du formatage. C'était populaire lorsqu'on utilisait des wikis. Et par exemple, si on veut faire un titre de niveau 1, on met un dièse. Un titre de niveau 2, on met 2 dièses. Si on veut faire du bold, de l'italique, etc., on le voit ici. Si je veux faire un lien, bah, c'est cette syntaxe, etc., etc. OK? Donc, sur Colab, c'est un tout petit peu plus simple parce qu'on a déjà des boutons prédéfinis. Et donc ça nous aide un petit peu. Mais de toute façon, dans les deux cas, ce n'est pas quelque chose qui est complexe. Ça, non. Donc, je vais mettre un titre de niveau 1. Et on avait vu qu'un titre de niveau 1, c'est dièse. Ok. Alors, je vais faire simple. Hein. Je vais pas, de toute façon, je vais vous donner un Jupyter Notebook qui va être complet. Celui-là, je vous le donnerai. Donc ici, je vais aller très vite pour ne pas vous faire perdre de temps à me regarder en train de taper des trucs. Donc ici, je fais Shift Entrée, et vous voyez que j'ai tout de suite effectivement le titre. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et puis juste pour vous montrer qu'on peut mettre des choses aussi un petit peu visuelles, ici, j'ai cherché une image du Titanic. Hein, d'ailleurs, c'est ça qu'on veut savoir, qui a eu accès au canot de sauvetage. Ben, si je voulais intégrer une image dans une cellule de texte, il faudrait que je fasse ceci, point d'exclamation, que je mette une description pour l'accessibilité, les gens qui sont malvoyants, par exemple, qui puissent au moins lire un petit texte ici. Et puis, je fais Shift Entrée, et j'ai une image. Hein. Je vous remets juste la syntaxe que j'ai utilisée. Donc, le Markdown, c'est ça. Ensuite, je pourrais faire un titre de niveau 2, et puis j'aimerais bien qu'on se définisse des objectifs, parce que quelle est notre quête? Et ça va faire un titre de niveau 2, d'ailleurs je le vois ici en prévisualisation. Et puis ensuite, je pourrais nous donner des objectifs. Ben, j'aimerais que vous fassiez une étude sur la démographie des passagers. Demographics. Donc en fait, ce que je voudrais, c'est le plus jeune, le plus vieux, l'âge moyen. Et puis aussi, j'aimerais la distribution des âges, donc j'aimerais un graphe. Et puis j'aimerais aussi qu'on m'explique l'influence de la classe et puis du genre dans la survie en fait des passagers. En gros, c'est les objectifs. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir faire des cellules de code. Alors ceci, ça va être notre première cellule de code, et en Python, il va falloir qu'on installe, enfin pas qu'on installe, elles sont déjà installées, mais qu'on importe en mémoire vive les librairies dont on a besoin. Et ce qu'on va importer, c'est Panda, donc c'est Panel Dataset. Mais dans la réalité, les développeurs sont très fainéants, et les chercheurs aussi beaucoup. Et du coup, pour simplifier la vie, ils vont
ils vont utiliser des acronymes pour ne pas taper à chaque fois le nom complet de la librairie. Donc on va faire importer panda as PD, PD pour panel et dataset. Alors ça sonne pas super bien en français, mais gardez-le quand même comme ça, parce que quand vous allez chercher des morceaux de code, ça va être beaucoup plus facile pour trouver tout plein d'exemples, parce que tout le monde utilise ces acronymes. Et on va rajouter encore, alors je peux le faire de nouveau dans la même cellule, on va rajouter encore une autre librairie, et c'est matplotlib. Alors matplotlib, est-ce qu'il vous le propose? Voilà. Matplotlib.pyplot PLT, oui, c'est ce qu'on veut. Donc PLT, ça va être le petit nom rapide. Tiens, il y a une ligne en plus, je vais l'enlever. Shift entrée, je vous rappelle que c'est pour exécuter votre cellule. Ok, alors le but du jeu dans Panda, ça va être de créer des tableaux de données, et ça va s'appeler des data frames. Donc ce qu'on utilise beaucoup, c'est DF en tant qu'acronyme. Quand on va créer une variable, parfois les gens ils vont dire DF pour data frame. Moi, je vais utiliser des FO pour dire data frame original, parce que je vais modifier le data frame, on va le nettoyer un peu, mais j'ai envie quand même de conserver en mémoire quelque part le tableau original que j'ai importé. Donc je crée une variable et puis dans laquelle je vais mettre mon tableau de données, mais il va falloir que j'invoque cette librairie Panda. Donc je l'enveloppe avec PD parce que ça va être beaucoup plus vite. Et après je fais point. Et quand je fais point, en fait c'est une sorte d'introspection, il va regarder toutes les fonctions qui sont à l'intérieur de Panda. Et moi ce que j'aimerais c'est du CSV, quoi. Enfin, ah non, ce que j'ai oublié de vous dire, on va utiliser effectivement des données. Alors, je vais rajouter dans ma cellule de texte les données que je propose d'utiliser. C'est un fichier CSV que j'ai dû peut-être mettre quelque part. Non, je ne l'ai pas là. Je vais le chercher incessamment sous peu. Et je vais le mettre, de toute façon, vous l'aurez dans le alors titanic.csv. Ok, vous l'avez de toute façon dans le document final que je vais vous donner. Les données, ce sera ici. Ok. Donc, eh bien, je souhaite lire ce tableau de données. Alors, CSV, c'est quoi? C'est un comma separated values. Ça veut dire des valeurs séparées par des virgules. Et c'est le format de tableur le plus simple qui soit et le plus interopérable entre les différentes applications de tableur. Donc, PD, point. Et j'attends ici. Ok. J'attends. Alors, ce que je cherche, c'est de lire du CSV. Est-ce qu'il y a CSV? Non, je ne vois pas de CSV. Est-ce que peut-être qu'on peut imaginer que ce serait read en anglais? Read quelque chose, read. Et là, quand je tape read, je trouve. Et après, hein, si vous ne trouvez pas de cette façon-là, un peu de façon intuitive, en jouant avec les fonctions qui vous sont proposées, utilisez un moteur de recherche et puis tapez panda, load CSV, read CSV, import CSV, et vous allez trouver très très rapidement. Donc read CSV, ok, je fais entrer, et après, comme c'est une fonction, je vais ouvrir la parenthèse, comme f de x égale quelque chose, et là, on me propose des choses, et notamment, on me propose eh bien, de me montrer comment ça fonctionne. Et donc, ça lit ok, il ne me donne pas d'exemple. Ah oui, non, il ne me donne pas d'exemple parce que je me suis trompé. Voilà, ça arrive. Alors, PID read CSV. Voilà, ça va être mieux. Ça va être mieux. Et si je regarde tout en bas ici, souvent à la fin des explications, il donne des exemples. Et voilà, c'est quand même plus simple de regarder juste l'exemple. Donc, il suffit que je me mette là où est le CSV. Alors, il peut être en local ou il peut être distant. Et si je fais ça, et si je fais Shift Entrée, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose, il ne s'est pas plaint, et il l'a mis dans une variable qui s'appelle DFO, Data Frame Original. Bien, que puis-je faire maintenant avec ça? Si j'appelle cette variable, et si je fais Shift Entrée, je me suis trompé, si je fais Shift Entrée, ici, je vois que mon import a fonctionné, puisque je vois effectivement un tableau. Alors, très souvent, quand on va travailler sur des données, elles ne sont pas forcément complètement exactement comme vous voulez, et souvent vous voulez un petit peu les modifier. Déjà, ça ne sert à rien d'utiliser beaucoup plus de données que nécessaire par rapport à l'enquête. Par rapport à mon enquête, ce qui est important, c'est la survie, la classe, le nom, parce que j'aimerais bien essayer de déterminer, le sexe, l'âge. Par contre, ça, j'ai pas besoin. Ça, ce sont les frères et sœurs, les parents, le numéro de ticket, combien ils ont payé, la cabine, où est-ce qu'ils ont embarqué. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est... alors, tout ça, ça prend de la place quand même. Hein.
Mais il n'a pas tout affiché. Regardez, il y a 891 lignes et il a affiché les 5 premiers et les 5 derniers. Et ça, c'est vraiment très bien parce que ça veut dire que si vous avez un fichier avec des millions de lignes, eh ben, il ne va pas exploser, et, alors qu'un tableur, lui, exploserait. Dans ce truc DFO, là, si je fais point, je vais aussi trouver d'autres outils. Notamment, si je commence, j'aimerais juste voir la tête du fichier. En anglais, H-E-A, il y a une fonction qui s'appelle head. Ok. Si je fais ça, bah, vous voyez, je vois que le début. Et d'abord, si je regarde s'il y a des paramètres dedans, je vois, oh oui, il y a un paramètre. Le nombre de lignes. Ok. Si je voulais afficher que les 2 premières lignes, est-ce que c'est possible? Et si je vais mettre ce chiffre dans la parenthèse, oui, c'est possible. Je vois ici que les 2 premières lignes. Et puis, il y a d'autres fonctions, hein. Donc l'idée, c'est un petit peu de jouer avec ça. Il y en a une qui s'appelle tail. Donc là, il va me montrer que la fin, etc. Alors, pourquoi je vais vous montrer tout ça? Parce que je souhaite... ah oui, je souhaite nettoyer un petit peu mon fichier. Donc je vais créer un nouveau dataframe que j'ai appelé data.df. Et je vais reprendre mon dataframe original. Et là, l'objectif, ça va être de conserver en fait que les choses dont j'ai besoin. Soit je conserve les choses dont j'ai besoin, soit j'enlève les choses dont j'ai pas besoin. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose une fonction qui me permettrait d'enlever des trucs? Alors, je fais point, et je me dis, je sais pas, enlever, en anglais peut-être drop. Et oui, il y a quelque chose qui s'appelle drop. Donc, j'ouvre la parenthèse, et là, je vois qu'on peut enlever des colonnes. Et là, je vois ici colonnes. Et si je continue ici, colonnes, on me dit que c'est des listes. Ça peut être comme une liste. Donc, en gros, ce que je peux faire, et là, il me trouve colonnes. Et ici, je vais donner la liste des colonnes que je veux enlever. Donc, qu'est-ce que je veux enlever? Eh ben, je veux enlever. Ici, j'avais dit que je n'avais pas besoin de tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans la colonne ici, enfin dans la liste. Par contre, ça va être un petit peu fatigant parce qu'il faut que je fasse des... il faut que je mette tout plein de guillemets. Parce que sinon, il va croire que c'est des variables Python, mais ce n'est pas le cas. Donc, il va falloir que je mette mes guillemets. Et encore... Et encore... Bon, on va faire le même. Et on y est presque pour la liste des colonnes que je souhaite enlever. Si maintenant je exécute ça, est-ce qu'il n'y a pas eu d'erreur? Il ne semble pas y avoir d'erreur. Si maintenant je regarde mon data frame et que j'exécute, Shift Entrée, je vois que j'ai un nouveau data frame qui n'est plus l'original, dans lequel j'ai enlevé toutes les choses que je ne voulais pas. Super. Alors, l'autre possibilité serait de dire je voulais que garder les choses dont on avait besoin. À ce moment-là, j'aurais pu faire df est égal à df o. Et plutôt que faire un drop, alors il n'y a pas un keep ou un truc comme ça, il y a plus simple. Il y a peut-être un keep, je ne sais pas. Mais il y a plus simple. Je peux mettre... alors, je peux mettre en crochet. En crochet, en fait, ça veut dire je veux sélectionner quelque chose à l'intérieur de ce data frame. En fait, c'est comme qu'on a vu pour les listes et les dictionnaires. Donc, j'ai fait une vidéo Python initiation avant. Eh bien, quand on veut sélectionner quelque chose, on utilise des crochets. Ben, comment je peux sélectionner? Ben, je peux sélectionner en donnant la liste la liste des colonnes que je veux garder. Donc ça, c'est une autre possibilité. Il y a tout plein de façons de faire. Donc, essayez de trouver quelque chose qui, du coup, fonctionne pour vous. Moi, je vais essayer de montrer des exemples qui soient assez proches de la façon habituelle de faire dans Python. Donc voilà mon tableau avec lequel on va travailler. Donc là, déjà, on pourrait déjà faire toute notre résolution comme ça. Il est très bien, ce tableau. Néanmoins, vous voyez, il nous a créé une sorte d'index ici, qui nous l'a créé automatiquement. Il n'était pas dans le dossier, dans le fichier. Par contre, je vois qu'il y a une colonne là, qui est le Passenger ID. J'en ai pas besoin, en fait, pour notre enquête. Mais parfois, ça peut être intéressant de garder l'identification. Parce que ça peut être en relation avec une base de données, puis si après on veut avoir plus d'informations, machin, etc. Est-ce que je peux mettre une colonne comme étant l'index à la place de cet index fait automatiquement? Alors, et on va essayer de voir. Donc j'ai un data frame. Est-ce qu'il y a une fonction qui permettrait de régler l'index? Alors, est-ce qu'il y a un truc qui s'appelle index? Je sais. Oui, il y a un truc, mais c'est pas ça.
En fait, c'est 7 index. 7 index, si j'ouvre, ici, je vais pouvoir donner l'index qu'on souhaite. Alors, ça s'appelle Passenger ID. Voilà. Passenger ID. Passenger ID. Donc, je vais faire ça. Et là, effectivement, je vois que mon index, c'est Passenger ID. Mais, si maintenant, j'appelle de nouveau df ici, j'appelle de nouveau df, ah bah, il n'est plus l'index, il nous a remis le truc avant. Que se passe-t-il? Ah bah, ce qui se passe, c'est que là, j'ai pris mon data frame, je lui ai demandé de faire une opération sur le data frame, mais comme je ne l'ai pas mis dans une nouvelle variable, ah ben, en fait, c'était que temporaire. Il m'a transformé le data frame temporairement. Et c'est pour ça qu'il est revenu ici. Alors, si vous voulez le transformer de façon permanente, il faut soit créer une nouvelle variable, par exemple df est égal à machin, soit dans la plupart des fonctions, qui transforment les data frames, il y a souvent une variable qui s'appelle inPlace, sur place est égal à true. Donc je vous le montre comme ça, vous savez que ça existe. Et si maintenant je fais Shift Entrée, il va faire l'opération, sauf que cette fois-ci c'est permanent, c'est-à-dire je viens de modifier mon data frame précédent. Et là c'est inPlace et tout, pour de vrai on le fait, quoi. Et si je fais Shift Entrée, mon data frame maintenant il a ce Passenger ID qui est cette colonne, c'est l'index. Si vous voulez faire des études sur des cours de bourse par exemple, ben vous allez utiliser la date comme étant l'index. Et vous allez dire cet index, date, inPlace, true, ok. Et pour faire des graphes, ça va être beaucoup plus simple. Bon, ben maintenant, il ne reste plus qu'à étudier la démographie, essayer de remplir nos objectifs. Pour ça, on va regarder la colonne des âges. Comment je sélectionne la colonne des âges si je veux l'observer de plus près? Alors vous avez deux possibilités. Une que je ne vous conseille pas, qui s'appelle df.age. C'est comme ça. Et je fais ça. Eh ben, dataframe.age, c'est cette colonne, ici. Pourquoi je ne la conseille pas? Parce qu'elle est très élégante, je trouve. Néanmoins, il y a quelque chose qui me déplaît, c'est que si jamais dans le nom de votre colonne, il y avait des espaces, eh ben, ça ne marcherait pas. Et puis, c'est pas très super pythonique. En fait, j'aime bien cette idée de reprendre les mêmes notations qu'on utilisait pour les dictionnaires et les listes. Donc, on va plutôt mettre df de age comme si on avait un dictionnaire ou une liste Python habituelle. Et si on fait ça, ça va être la même chose. Donc je regarde. Qu'est-ce qu'on me dit? Je vois qu'il y a 891 personnes, ok, dans la liste. Je vois que ça commence avec 22 ans, 38. Tiens, il y a 2 personnes qui ont 35 ans. Et là, il manque un âge, donc il était indéterminé, etc. Bon, moi, ma première question, c'est qui est le plus jeune? Comment faire? Eh bien, je vais reprendre mon df de age, là. Et si je veux trouver le plus jeune, je me dis peut-être qu'il y a des fonctions statistiques dedans. D'ailleurs, ce que je vais peut-être faire, et là je ne me montre pas non plus, ce que je vais faire, parce que là il ne me fait pas de complétion, alors je vais le mettre dans une variable, ça. Je vais mettre cette colonne qu'on appelle en fait une série. Cette série, je vais la mettre dans une variable. df de 1, je me veux que du coup que ça affiche la colonne. Ok. Maintenant, ce que je peux faire, parce que j'aimerais qu'il me propose de la complétion, voilà. Je cherche s'il y a des fonctions statistiques pour m'aider, pour traiter tout ça. Je cherche le plus jeune. Est-ce qu'il y a une fonction qui me donnerait le minimum? Alors, il y a quelque chose qui s'appelle min. Eh bien, si je mets des parenthèses parce que c'est une fonction, je vois l'âge du plus jeune. Est-ce qu'il y a une fonction qui serait du coup max? Bah oui. Je vois que j'ai le plus vieux. Est-ce qu'il y a une fonction qui serait peut-être moyenne? Min, bah oui. Et je vois qu'ici que j'ai la moyenne. Est-ce qu'il y a une fonction qui me donnerait un peu tout, du genre, qui me décrirait quelque chose, quoi? Et ici, je vois que j'ai un tableau avec une description un peu plus détaillée des différentes fonctions, enfin, paramètres statistiques importants sur une colonne de ce type-là. Qui est le plus jeune? J'aimerais savoir comment s'appelle la personne, là où les personnes qui ont 0,42 ans. Eh bien, si on reprend un petit peu la notion des notations de Python sur des listes ou des dictionnaires, qu'est-ce que je ferais? Je ferais ADF, voilà. Et j'aimerais sélectionner quelque chose, donc les crochets. Sauf que du coup, je vais mettre dans le crochet, je peux mettre la condition que je veux voir réaliser. La condition que je souhaite voir réaliser, c'est que la colonne des âges,
la colonne des âges, doit être exactement égale. Alors c'est une égalité logique, hein, c'est pas une assignation, c'est pas une variable, etc. Donc doit être exactement égale à 0,42. Et si je fais ça, je vois que j'arrive à trouver le nom du passager. Thomas Master Assad Alexander. Homme. Il a survécu. Et donc il est très jeune, puisqu'il a 0,42 ans, c'est un bébé. Donc si je tape le nom, vous verrez tout plein de sites de généalogie, etc. Enfin, tous les passagers du Titanic ont chacun une page avec un petit peu leur histoire. J'aurais pu l'écrire autrement, ça. Parce que, imaginons que mon fichier, il a changé. Et du coup, 0,42, c'est peut-être plus le cas, c'est peut-être une autre tragédie. Si je veux faire quelque chose de plus robuste, j'aurais pu faire df de age. Wow, pardon. Df de age point max. J'aurais pu chercher le max ici. Alors, en fait, j'avais donné ages. Ouais, j'aurais pu faire encore plus simple, hein, puisque j'avais fait une variable. Mais bon, vous voyez, je peux aussi le faire de cette façon-là. Et puis, bon, nous, si on voulait faire le min, non, ça c'était le max, pardon. J'ai donné le max tout à l'heure, et pas le min? Non. Je ne comprends pas. Ah oui, d'accord, là, j'ai copié le max. Donc maintenant, c'est la personne la plus âgée, elle a 80 ans, d'accord? Et là, on peut trouver aussi sur les moteurs de recherche de qui il s'agit. D'accord. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est la distribution des âges, la démographie, la courbe des âges. Comment on fait ça? Alors, on avait dit qu'on avait ages. Je fais Shift Entrée, c'est ce truc-là. La courbe des âges, ça correspond à quoi? Ça correspond à dire, s'il y a des gens qui ont le même âge, on le compte. Bon, comment faire? Je vais prendre ages. Ensuite, j'aimerais qu'on compte les valeurs. Là, ici, j'ai l'index de mon passager. Hein, et là, j'ai les valeurs qui sont les âges. J'aimerais qu'on compte les valeurs. Alors, il y a alors, les valeurs. Si je tape value, je vois qu'il y a une fonction qui s'appelle value counts. Value counts. Je vais faire ça ici. Et j'ai maintenant une colonne qui est plus petite. Je vois qu'il y a 30 personnes qui ont 24 ans. Je vois qu'il y a 27 personnes qui ont 22 ans. Et je vois qu'il n'y a qu'une seule personne qui avait 0,42 ans. Donc, oui, ça a l'air de fonctionner. Ensuite, je pourrais... Alors, si on voulait conserver dans ages, dans la variable age, ce qu'on vient de faire ici, il aurait fallu que je marque, sinon c'est très temporaire, hein, il faudrait que je marque age est égal à age égale value counts, ou bien, je ne sais pas si dans cette fonction-là, est-ce qu'il va prendre le in place? Non, j'ai pas l'impression qu'il prenne le in place, il n'a pas l'air de l'avoir à ce niveau-là. Donc du coup, je vais faire ages est égal à ages value count. Donc du coup, ma variable ici, elle a déjà compté les gens qui ont le même âge. Mais maintenant, si je veux faire un beau graphe démographique, ça ne va pas trop aller parce que ce qu'on aime bien, c'est que ça commence par l'âge le plus jeune et que ça termine par l'âge le plus âgé, pour voir une courbe des âges. Alors, est-ce que je peux prendre mes ages et est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on range nos valeurs du plus petit au plus grand? Et en anglais, on va utiliser donc le terme sort. Et ce qu'on va faire, alors juste vérifier, ouais, c'est ça. On va ranger to sort donc l'index. Ici. Donc ici j'ai oui, puisque ici, en fait, j'essaie juste de comprendre. Alors, je n'ai combien là? Non, pas d'accord. Non, ça va pas du tout. En fait, il m'a pas pris, il me l'a pas fait tout à l'heure. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas?
Bon, alors je vais refaire parce que ici j'ai 891 lignes. Donc j'ai fait... Ah non, 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 là ça va. Edge 1, ok. Edge... Ah oui, oui, d'accord. Il va falloir que je refasse ça pour que ça aille de nouveau dans la variable edges. Ok. Et maintenant, si je la montre... Voilà. Ok. Donc il a fallu que je remette de nouveau dans le... dans la variable edges. Donc maintenant, ce qui m'intéresse ici, donc j'ai bien quelque chose qui a 88 lignes. J'ai une personne qui a 0,42 ans et j'ai une personne qui a 80 ans. Donc ça, c'est pas mal. Là, j'ai effectivement la courbe des âges que je peux potentiellement afficher. Donc comment faire? Ben, je vais faire edges. Je vais voir s'il y a une fonction de visualisation. Donc, je vais faire un plplot. Plot, c'est effectivement un mot qui veut dire faire un graphe. Et je fais Shift-Entrée. Et ce que je vois ici, c'est effectivement une distribution des âges, mais de façon pas habituelle, puisque ici, c'est comme si c'était des valeurs continues, alors que ce n'est pas des valeurs continues. Donc ça, c'est plutôt bien pour de la physique, de la biologie, etc. Mais par contre, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'enfants, enfin un nombre significatif, pas énormément non plus, hein, qu'il y a beaucoup de gens entre 20 et 30 ans, et puis après ça diminue de façon très rapide. Mais j'aimerais quelque chose qui soit un peu plus avec peut-être des barres. Donc je fais age.plot. Est-ce que si je fais point, est-ce que j'ai d'autres options? Ben oui, je peux faire des barres verticales, des barres horizontales, ou quelque chose qui ressemble à un camembert. Eh bien, je vais faire barre. Ok, j'ouvre les parenthèses et je me retrouve effectivement avec un graphe ici qui correspond à ce que je cherche maintenant. Sauf que ici, c'est quand même trop petit. Alors, il y a un paramètre qui existe et qu'on verra davantage dans l'atelier où je montrerai matplotlib plus en détail. Le paramètre, c'est fig size pour donner la taille de la figure. Alors, c'est en inch. Ça ne nous aide pas beaucoup, mais c'est 2,5 cm, etc. Et ici, vous voyez que j'ai fait un graphe qui est plus grand. Je pourrais éventuellement mettre tout ça dans une variable qui s'appellerait graph. Cette variable, elle me permettrait de lui demander de faire d'autres choses. Et là, je vais aller super vite parce qu'en fait, ça, on va le voir plus tard. Si je voulais mettre un titre, voilà, je ferais comme ça. Et je mettrais Age Resolution. Si je voulais mettre une information sur l'axe des X, j'irai mettre ici quelque chose de cette manière-là. Si je voulais mettre quelque chose sur l'axe des Y, je le ferai ici de cette façon-là. Et si je fais entrer ici, vous voyez que j'ai un graphe qui est apparu avec un titre en haut et puis à gauche et en bas l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Bon, maintenant ce qu'on aimerait faire, c'est quand même essayer de comprendre l'influence de la classe et puis du genre sur la survie. Alors la classe, c'était quoi de nouveau le nom de la colonne? Eh bien c'était pclass, d'accord. Donc si je voulais juste regarder cette colonne, eh bien je pourrais faire df de pclass. Et voilà, d'accord. On peut peut-être un peu réviser ce qu'on a fait tout à l'heure. À savoir que si je voulais compter les valeurs là, si je veux compter les valeurs, on avait dit qu'il fallait faire value underscore counts. Et oui, on a compté les valeurs. Ici, il y a 491 en classe 3. Et si je voulais imprimer un graphique, on avait dit qu'il fallait faire plot. Okay. Bon, là, ça va pas être intéressant hein, comme plot, parce que là, c'est pas du tout le type de plot qu'on veut. Mais si peut-être qu'on voulait un truc genre camembert, là, en anglais, c'est une... Ah, il ne le propose pas. Si, bon, ok. Ici, on a le camembert. Ok. Et donc là, on voit qu'il y a beaucoup de gens en classe 3, c'est de loin le plus majoritaire. Et après, en première classe, il y a un peu plus de gens qu'en deuxième classe. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est vraiment comprendre l'influence de cette classe et aussi du genre féminin
et masculin sur la survie. Alors comment on va faire? Eh bien, on va regarder si dans notre data frame, il y a d'autres fonctions qui sont statistiquement intéressantes. Et il y en a une, parce qu'on aimerait grouper les choses, quoi, hein. On aimerait grouper, mais par la classe et puis par le genre. Et quand je tape groupe, je vois qu'il y a une fonction qui apparaît qui s'appelle group by. Et quand j'ouvre la parenthèse, je vois qu'on peut grouper et qu'on peut donner, et d'ailleurs il y a des exemples tout en bas, on peut donner une liste ici, des colonnes sur lesquelles on veut grouper, et après on peut faire une opération statistique. Bon, allons-y. Donc il veut une liste. D'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est la classe. Et ce qu'on veut aussi, c'est le genre. Donc c'était sexe dans notre... Et il faut... Alors si je fais ça ici maintenant, ça ne nous aide pas beaucoup. Je vois que j'ai un objet de type groupe, mais il n'est pas capable encore de m'afficher un tableau. Il faut que je fasse une opération dessus. Et l'opération que je vais faire, c'est la moyenne. J'aimerais faire la moyenne. Pourquoi? Parce qu'on a survivant 1, non survivant 0. Si je fais la moyenne dessus, ça va me donner un pourcentage. Donc je fais Shift Entrée. Et là, je vois ici mon tableau qui est rangé, effectivement, qui est groupé par les valeurs de la classe. 1, 2, 3. Et ensuite c'est groupé par les valeurs du genre. Femme, homme, femme, homme, femme, homme. Et puis ici, j'ai directement la probabilité de survie. C'est quand même très puissant d'avoir ici, en une seule ligne, un résultat de ce type-là. Et là où c'est très malin, c'est que vous voyez, la colonne où il y avait marqué les noms, il n'a pas fait de moyenne là-dessus, parce que c'était pas moyennable. Il a juste fait la moyenne là où c'était faisable. Donc voilà, très intéressant, parce que ici maintenant, on peut vérifier que le Titanic, le film, correspond aux données que nous avons, et effectivement, priorité était donnée au genre féminin, puisque même en première classe, il n'y a que 37% de survie chez les hommes, alors que 97% de survie chez les femmes. En deuxième classe, chez les femmes, il y a 92% de survie, donc supérieur à ici, là. Et par contre, que 16% chez les hommes. Et par contre, en troisième classe, la survie n'est que de 50% et, chez les femmes, et que de 13% 13,5% chez les hommes. Ici, si on se posait la question de quelle est l'influence de l'âge, par exemple, quel serait ce tableau si on regardait chez des gens qui ont moins de 18 ans? Eh bien, vous vous rappelez qu'on a pu mettre des conditions dans notre data frame pour prendre qu'une sous-partie d'un data frame. Ben, si je vais prendre DF ici, DF, si je mets mes crochets pour dire que je veux sélectionner une partie de mon data frame, et si je mets ma condition c'est df de age, je veux que ce soit inférieur à 18. Si je fais Shift Entrée, là j'ai un nouveau tableau et là j'ai des probabilités encore meilleures, notamment en deuxième classe. Là je vois que les plus jeunes ont mieux survécu, ce qui semble attendu. Voilà du coup. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez vu un petit peu la puissance d'un Jupyter Notebook et cette capacité à traiter des données avec Python. Donc c'est une application de Python avec des librairies pour les data science. Si vous avez des questions, des soucis, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et puis j'essaierai de vous aider. Et dans un prochaine vidéo et atelier, on va utiliser la librairie Matplotlib plus en détail et je vous donnerai donc le notebook complet aussi en description. Merci.